Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session de l'information sur Speed, la télévision. Voici le sommaire de cette édition. Sommet Union européenne, Union africaine, ouvert ce 17 février 2022 à Bruxelles, en Belgique. Le président Patrice Talon prend part à ce 6e rendez-vous si courtisé par la Chine et la Russie. Remise d'attestation à un échantillon d'artisans qui ont bénéficié du projet Arche. Assurance pour le renforcement du capital humain. Ceci fait suite à une formation de perfectionnement de 4 jours. Washington maintient sa position. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Ils assurent que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. Les détails dans une poignée de secondes. Merci à vous de prendre ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. On démarre avec le 6e sommet. L'Europe part à la reconquête de l'Afrique à Bruxelles, en Belgique. C'est ouvert ce 17 février 2022. Le sommet Union européenne, Union africaine. Le président Patrice Talon prend part à ce 6e rendez-vous. Un rendez-vous si courtisé par la Chine et la Russie. Eh bien, dossier brûlant inévitable, sécurité, coopération pour la Covid et économie. Voici ici plus de précisions. Le président Patrice Talon prend part aux travaux du 6e sommet intercontinental Union européenne-Union africaine. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique. Ce sommet est une occasion de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'Union africaine et l'Union européenne, bénéficiant d'un engagement politique au plus haut niveau, fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels. Les dirigeants ont débattu de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité. L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux. C'est un moment important parce qu'il y a 3 sujets au cœur de ces débats. Le premier sujet, ce sont les principes fondamentaux qui vont fonder ce nouveau logiciel, ce nouveau paradigme pour le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Respect mutuel, intérêt mutuel, gouvernance, soutien à l'initiative privée. Le deuxième sujet important, c'est la prospérité. Comment peut-on bâtir dans ces circonstances des espaces de prospérité en Europe, en Afrique, prenant en considération les défis du changement climatique, de la révolution digitale par exemple. Et puis le troisième point, c'est la sécurité et la stabilité. On le voit bien, la sécurité et la stabilité sont au cœur des capacités de développement et le développement se nourrit de la stabilité et de la sécurité et inversement. Et nous voulons, avec nos partenaires africains, dans l'écoute, dans le respect, bâtir des solutions tangibles et opérationnelles. Insuffler un nouvel état d'esprit aux relations euro-africaines. Un nouveau logiciel relationnel fondé sur une véritable vision de partenariat et non simplement une relation d'aide pour une croissance et une prospérité partagée. L'Europe et l'Afrique ont chacune des ressources indispensables à l'autre. Il est de notre intérêt commun d'associer nos moyens et d'en tirer les avantages sur une base mutuellement bénéfique, encore une fois. Ainsi, notre partenariat sera un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ont à cette occasion adopté une déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030, laquelle vise à consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement durable. Et j'en parlais aussi à l'entame de cette édition, des formations de courte durée en vue d'un perfectionnement professionnel. Un échantillon d'artisans ont expérimenté le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche du 16 au 20 novembre 2021 au centre PN Academy de Wedo. Eh bien, une formation sanctionnée par une cérémonie de remise d'attestation organisée ce vendredi à Cotonou, conjointement par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et celui des Affaires sociales. Voici ici le compte rendu.
Et voilà ce qui justifie cette cérémonie officielle de remise d'attestation de fin de formation à un échantillon d'artisans. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, inscrit au programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, vise à offrir aux populations une protection plus intégrée à travers 4 services que sont l'assurance maladie, la formation professionnelle aux artisans, aux métiers, l'accès au crédit et l'assurance retraite. Et le volet formation aux artisans a pour objectif de fournir aux artisans béninois des formations techniques de courte durée leur permettant d'améliorer leurs compétences. Pour le compte de ces actions de formation, le projet n'a pas manqué de partenaires, ceci au bonheur des bénéficiaires. Les dés sont ainsi jetés pour une bonne exécution du projet Arche dans son ensemble. Et d'une cérémonie de remise d'attestation à une autre, 50 inspecteurs de l'enseignement du second degré de la promotion 2019-2021 ont reçu leur certificat de fin de formation ce vendredi aussi. Ceci après plusieurs présélections et des mois de formation financés par l'Agence française de développement AFD dans plusieurs disciplines. La cérémonie de remise des parchemins s'est déroulée à Cotonou. Voici ici le film de la cérémonie. Après plusieurs mois de formation, ces inspecteurs de l'enseignement secondaire de la promotion 2019-2021 reçoivent officiellement leur certificat de fin de formation. Ils sont désormais dotés de toutes les armes nécessaires pour bien mener cette nouvelle fonction. La formation que nous avons suivie a été certes exigeante, mais l'inconfort passager que nous avons dû ressentir dans la foulée est inversement proportionnel à l'éclat du trophée des compétences professionnelles de l'inspecteur que nous avons conquis sur le parcours. Et donc, c'est avec foi et assurance que nous vous disons fermement ce jour que tous les 50 inspecteurs de l'enseignement secondaire de la 6e promotion sont professionnellement prêts et opérationnels tout de suite. Nous sommes prêts à continuer au plan stratégique et opérationnel à relever les défis du sous-secteur de l'enseignement secondaire tels que contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que cette promotion d'inspecteurs peut être assimilée à un bataillon de soldats prêts pour le combat. Ces nouveaux inspecteurs sont suffisamment outillés pour prendre leur part du labeur dans le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique réel.
Conscient du rôle majeur que joueront désormais ces inspecteurs dans l'amélioration du système éducatif au Bénin, le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Kouarou Yves Chabi, tout en félicitant ces nouveaux récipiendaires, rappelle la mission républicaine qui leur seront désormais assignées. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. Par la même occasion, je voudrais d'ores et déjà vous rappeler les missions qui sont les vôtres en lien avec l'exercice de vos nouvelles fonctions et dont j'attache particulièrement du prix. Entre autres, vous aurez à conseiller le ministre en matière de politique éducative. Apportez votre expertise aux directions centrales techniques et aux structures ayant à charge l'éducation et la formation. Participez à l'élaboration, à la certification, à l'évaluation, à la relecture et à la révision des curricula. Inspectez, conseillez et accompagnez les enseignants et les personnels des directions des établissements publics et privés, des enseignements secondaires, général, techniques et de la formation professionnelle. Participez à l'évaluation de l'enseignement secondaire général, à l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Participez à la définition et à la vérification des normes régissant la création, l'ouverture, la fermeture et l'extension des établissements publics et privés. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. Ces inspecteurs sont amenés à bien accomplir leur travail tout en soignant leur image et en donnant le bon exemple. Et pour la note culturelle, l'Expo Art du Bénin d'hier à aujourd'hui démarre le 20 février prochain à la Marina. Mais avant cette échéance, le comité d'organisation, avec à sa tête le ministre de la Culture, a levé le voile sur le programme de cette exposition qui s'annonce inédite. Ceci au cours d'un déjeuner de presse. Le compte rendu avec Hospice Yevimi. Un petit déjeuner pour entretenir les hommes des médias sur les tenants et les aboutissants de l'Expo Art du Bénin qui permettra au peuple béninois d'aller visiter les 26 œuvres ramenées sur le territoire du Bénin. Nous annonçons plus d'une centaine d'œuvres de 34 artistes contemporains pour faire écho aux 26 œuvres restituées. Il n'y a pas une opposition, il y a un dialogue. Et il y a surtout un fil conducteur. Comment ont été choisis les artistes contemporains? Qu'en est-il de la capacité de conservation du Bénin? Des interrogations qui trouvent réponse au cours du déjeuner de presse, notamment pour ceux qui se demandent comment visiter l'exposition. Vous pouvez évidemment, ceux qui en ont la possibilité, réserver par la plateforme, ce qui vous facilite l'accès quand vous arrivez. Mais vous pouvez également venir directement avec une pièce d'identité, vous passez au filtrage et le filtrage, on vous inscrit en fait sur un registre et vous avez accès également à l'exposition. Occasion pour les journalistes béninois de manifester leur inquiétude au sujet du devenir des trésors du Bénin encore détenus à l'étranger. Nous avons plusieurs fois et officiellement déjà dit que nous étions demandeurs évidemment du retour du Dieu-Gou. Je suis optimiste. S'il fallait que je vous réponde de façon totalement patrimoniale, je vous dirais que je connais IFA et que j'ai consulté le FA et que ça viendra. Cette exposition met de façon simultanée un coup de projecteur sur l'art classique du Bénin. Et pour les informations sur le continent, nous démarrons avec l'actualité au Mali entre les sanctions draconiennes de la CEDEAO et de l'UEMOA et plus récemment le départ de la force française. Les autorités maliennes tentent de garder le cap. Ce départ de Barkhane qui fait en ce moment les titres de la presse de la mondiale n'inquiète pas autant le colonel Souleymane Dembélé,
directeur de l'information de l'armée, pour qui le bilan des 9 années d'opération reste très mitigé. Entre les sanctions draconiennes de la CEDEAO et de l'UEMOA et plus récemment le départ de la force française, les autorités maliennes tentent de garder le cap. Ce départ de Barkhane, qui fait en ce moment les titres de la presse mondiale, n'inquiète pas autant le colonel Souleymane Dembélé, le directeur de l'information de l'armée, pour qui les 9 années d'opération restent mitigées. Barkhane est venu 1 janvier 2013. De janvier 2013 à nos jours, voyez un peu ce qui a été fait, quel acquis le pays a eu par la présence de la force Barkhane. Si le problème ne s'est pas empiré, je pense qu'on n'a pas eu de solution militairement. Aujourd'hui, je dirais que le terrorisme a gangréné pratiquement tout le territoire malien. Avant l'annonce de ce retrait, la France avait commencé à réduire la voilure en fermant 3 bases dans le nord. Mais le colonel Souleymane assure, le Mali ne sera pas seul au front contre les terroristes. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes. Mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Alors que la France se retire du Mali au Niger, le président Mohamed Bazoum s'est félicité de l'ouverture des nouvelles bases de Takuba et Barkhane qui, selon lui, permettront de réduire la menace terroriste. Et en Libye, dans la capitale, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifice sont prévus sur la place des Martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur. Voici ici plus de détails dans le reportage que je vous invite à suivre. Dans la capitale libyenne, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifice sont prévus sur la place des Martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur. Je félicite tout le peuple libyen en général, de toutes les villes et villages, à l'occasion de l'anniversaire du 17 février. Si Dieu le veut, la Libye sera meilleure, plus grande, plus belle et plus merveilleuse. Nous demandons à Dieu une année pleine de bonheur et d'amusement, afin que les gens soient à l'aise et que le pays soit basé sur la fraternité et l'honnêteté. Mais cette commémoration intervient dans un contexte politique tendu. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays reste divisé. J'espère que nous arriverons à la rédaction de la Constitution et à l'obtention d'un nouveau Parlement avec de nouveaux visages et des visages jeunes. Nous en avons assez de tous ces vieux, ils sont la cause de notre destruction. Nous voulons de nouveaux visages lucides et éduqués, des Libyens d'ici ou de la diaspora dont les préoccupations concernent le bien-être du pays. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashagha a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire. Cette nomination survient seulement quelques semaines après le report indéterminé des élections nationales de décembre 2021. Et la CAN scolaire, ça démarre. 6 équipes du Bénin, de l'Afrique du Sud ou encore de l'Éthiopie ont foulé ce jeudi le sol congolais dans une ambiance toute particulière pour la toute première compétition de football opposant les groupes scolaires d'Afrique. Le tournoi est à sa toute première édition et déjà ces jeunes joueurs sont très contents d'y participer et surtout de représenter les couleurs de leur pays. Pour la toute première compétition de football opposant les groupes scolaires d'Afrique, 6 équipes venues du Bénin, de l'Afrique du Sud ou encore de l'Éthiopie ont foulé jeudi le sol congolais dans une ambiance toute particulière. Le tournoi est à sa première édition et déjà ces jeunes sont très contents d'y participer et de représenter leur pays. Je suis venue ici, mon objectif c'est de ramener la trophée pour notre pays. Nous avons travaillé pendant longtemps. C'était très difficile pour nous de continuer à jouer à ce niveau.
Nous sommes donc heureux et très excités d'être ici car c'est la première fois que nous nous rendons en République démocratique du Congo. Cette équipe a une grande énergie. Je veux remercier Dieu de nous avoir donné cette chance à tous d'être ici. Tous les entraîneurs sont bons et j'espère que nous ferons du bon travail. L'objectif de cette Coupe d'Afrique des groupes scolaires, développer le sport roi sur le continent, mais également l'éducation selon les organisateurs. Ce tournoi, tel que je le vois, est très grand et permet aux jeunes garçons et filles de se faire connaître. Il est très bien structuré, bien planifié. C'est un beau tournoi et une belle motivation pour les garçons et les filles qui sont ici. Il y a de bons espoirs pour leur développement parce qu'ils comprennent qu'il y a ce tournoi panafricain, qu'il y a quelque chose de plus qui les attend. Vous voyez, quand vous avez 14 ans, l'expérience d'aller au Congo pour la première fois dans un avion, vous voyez l'atmosphère qui règne au Congo avec les autres enfants. Ils ont ce grand cœur qui les pousse à se voir un jour devenir de grands joueurs. Les groupes scolaires venus du Maroc et du Sénégal participeront à cette compétition qui aura lieu au Stade des Martyrs de Kinshasa les 19 et 20 février. Ce tournoi est né d'une collaboration entre la FECOFA, la CAF et la FIFA. À l'international, la Russie, l'Ukraine font toujours l'actualité. Washington maintient sa position. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Ils assurent que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. De son côté, la Russie martèle qu'elle n'envisage aucune attaque et que les troupes déployées partiront après les exercices militaires. Les précisions. Washington maintient sa position, l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Les États-Unis assurent que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. De son côté, la Russie martèle qu'elle n'envisage aucune attaque et que les forces déployées partiront après les exercices militaires. Les tentatives de rejeter la faute sur la Russie sont futiles et sans fondement, et cela montre que l'objectif est de défendre l'Ukraine. Nous sommes très déçus par la position d'autruche de nos collègues occidentaux qui essayent de ne pas voir des choses évidentes. Mais les avions patrouillant au-dessus du Bélarus et le déploiement de nouveaux soldats russes près de la frontière sont perçus comme une menace par les Occidentaux. L'Ukraine reste attachée à la résolution pacifique du conflit russo-ukrainien par des moyens politiques et diplomatiques. L'Ukraine veut la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute l'Europe. En même temps, je répète qu'en cas d'invasion, l'Ukraine se défendra. L'Ukraine accuse les séparatistes pro-russes d'avoir attaqué ce jardin d'enfants ici à Stanistia, Luganska. Selon l'armée ukrainienne, 32 obus auraient été tirés sur la ville, la privant en partie d'électricité. Les autorités séparatistes de leur côté contestent et accusent en retour l'Ukraine de bombardements intensifs le long de la ligne de contact à l'est. Et nous allons finir avec l'actualité russe où des milliers de soldats sont toujours déployés au Bélarus officiellement pour des exercices conjoints. Et s'ils ne se retirent pas du Bélarus à la fin de ces exercices, eh bien cela constituera une menace pour notre souveraineté, estime la chef de l'opposition bélarusse. Voici ici plus de précisions dans le reportage qui suit. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, s'est rendu ce jeudi sur un terrain militaire, là même où se déroulent des exercices conjoints avec l'armée russe. Des milliers de soldats sont ainsi déployés depuis plusieurs semaines, faisant craindre aux Occidentaux une invasion de l'Ukraine, pays frontalier. Cette situation inquiète la chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tiranovskaya, qui vit aujourd'hui en exil en Lituanie. Elle s'est exprimée sur Euronews. Le territoire du Bélarus est utilisé par un pays tiers afin de mettre la pression sur l'Ukraine. Mais la population n'a aucune envie de se laisser entraîner dans une guerre. Le régime au pouvoir à Minsk se sert des exercices militaires et de la crise ukrainienne pour dissimuler la crise interne au Bélarus.
Le régime de Minsk fait du chantage à l'Europe avec les migrants et maintenant il utilise la menace d'armes nucléaires. C'est une honte. Svetlana Tikhanovskaya va participer à la conférence de Munich qui s'ouvre ce samedi. Un rendez-vous annuel consacré aux grands enjeux sécuritaires et qui sera cette année dominé par la crise ukrainienne. Je compte aborder la question de la souveraineté du Bélarus lors de cette conférence de Munich. Car si les troupes russes ne quittent pas notre pays après le 20 février, alors cela créera une situation particulière. C'est pour ça que j'espère obtenir ici à Munich un maximum d'attention sur le sort du Bélarus. Les exercices conjoints au Bélarus sont censés se finir ce dimanche. Selon le chef de l'OTAN, il n'y a jamais eu autant de soldats russes sur le sol bélarus depuis la fin de la guerre froide. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous.